excusez-nous, vous vous mettez en place, nous nous mettons en place. Et nous sommes ici pour une table ronde sur la cyberpsychologie. Il faudra d'abord expliquer ce que c'est. Et peut-être je vais le faire. L'idée de la table ronde est la suivante. Et si nous remplacions nos psychiatres par des machines? Oui, c'est une manière un peu provocante de le dire, bien entendu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais comment est-ce que les machines peuvent nous aider dans le soin des troubles mentaux, la compréhension de l'esprit humain? Et pour discuter de ce sujet, pour discuter de ce sujet, nous avons donc 5 personnes, comme d'habitude un mix d'artistes, d'écrivains et de spécialistes de différentes disciplines. Alors on va faire dans l'ordre où vous les voyez. Rachel Baucher est psychiatre, elle dirige un service au CHU de Nantes. Et elle, en particulier, si je me souviens bien, elle s'est occupée de prise en charge des adolescents suicidaires, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et les Nantais savent peut-être qu'elle est membre du conseil municipal de la ville de Nantes, donc c'est quelqu'un qui a aussi un engagement, disons, dans la société en général. Anne Leckie, vous l'avez sans doute déjà vu dans d'autres tables rondes si vous êtes ici depuis plusieurs jours. Auteur américain de science-fiction. Son premier roman, paru en 2013, La justice de l'ancillaire, a réuni un peu tous les grands prix du domaine et a fait donc beaucoup de bruit. C'était le début d'une trilogie dite de l'Empire Ratch, que je vous conseille fortement et que vous avez peut-être lu pour beaucoup d'entre vous. Olivier Gechter est un auteur, est un ingénieur et auteur français de science-fiction et de fantastique. Comme il le dit lui-même, il y a du steampunk, il y a du fantastico rigolo, il y a beaucoup de choses. Et parmi ses œuvres, on va citer la plus récente, les deux des plus récentes, Le Baron Noir aux éditions Céléphaïs et Évariste aux éditions Nemos. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alexei Greenbaum est au départ physicien en physique quantique. Il a fait ses études à Saint-Pétersbourg et à Paris. Et depuis une dizaine d'années, il s'intéresse aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies et à des questions, je dirais, de philosophie, qui mêlent la philosophie et la physique, comme dans son dernier livre paru en 2014, je crois, La mécanique des étreintes. Enfin, Milad Douayi, c'est un peu, quelqu'un de pluridisciplinaire aussi. C'est quelqu'un qui au départ est un historien des religions, qui a longtemps travaillé aux États-Unis et qui à l'heure actuelle travaille à Paris comme titulaire de la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne. Sa bibliographie est abondante, mais on va citer par exemple Pour un humanisme numérique et Qu'est-ce que le numérique? Voilà, donc maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet. Je voulais demander donc à Rachel Baucher, qui est une praticienne, une psychiatre, quels sont les outils informatiques qu'on utilise tant pour le diagnostic que le traitement et pour le suivi des patients à l'heure actuelle et dans un futur immédiat dans notre monde. Bien, merci de me donner la parole dans la Cité des Congrès que je connais bien, puisque c'est moi la présidente de la Cité. Alors, je vous parle en tant que psychiatre, je veux dire innover dans le cadre des traitements psychiques est plus que jamais nécessaire en psychiatrie pour 2 ou 3 bonnes raisons que je vais vous dire. La première, c'est qu'en fait, il y a pas mal de pathologies résistantes, des dépressions qui résistent, plus de 30%, des schizophrénies qui résistent. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de révolution concernant la pharmacologie, la pharmacothérapie, et donc il faut développer des nouvelles techniques dans le cadre des approches non médicamenteuses,
Et la troisième bonne raison, c'est qu'il y a, vous le savez probablement, un problème de démographie médicale, surtout concernant les psychiatres, qui va probablement imposer de nouvelles approches thérapeutiques. Alors, l'imagination est au pouvoir et c'est souvent la société qui nous pousse à innover dans des secteurs prioritaires comme le numérique. Et en fait, cyberpsychologie, c'est la rencontre entre les techniques thérapeutiques, diagnostiques, expertise et le numérique. C'est ça, ça veut dire, c'est une rencontre. Alors aujourd'hui, dans quel champ on peut le trouver? La première, c'est la téléconsultation ou la consultation à distance, qui n'est pas sans poser problème, mais qui peut exister. Alors, ça pose des problèmes aussi, bien sûr, de confidentialité ou d'anonymat, mais on peut avoir une consultation à distance, on peut même faire des psychothérapies, des suivis à distance. Alors, on peut utiliser aussi bien les mails, le Skype, on peut utiliser également le téléphone, avec toujours le risque de ne pas remplir des conditions éthiques absolues. Deuxième champ qui est important, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les cognitions sociales, c'est-à-dire comment aussi valoriser tout ce qui est cognitif. Et ça se fait aujourd'hui dans le cadre dans le cadre des jeux ordinateurs assistés et dans le cadre des pathologies déficitaires. Quand on a une pathologie lourde mentale, comme une schizophrénie ou un autisme, on a des troubles déficitaires et ça peut bien fonctionner en termes de remédiation cognitive. Autre champ d'expérimentation, c'est comment on peut valoriser l'estime de soi, comment on peut valoriser aussi un meilleur narcissisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive, en faisant ce qu'on appelle, en développant les compétences de gratitude, notamment dans le cas des champs des pathologies suicidaires. Autre champ, c'est l'immersion en 3D. Alors comme on voit tout à l'heure, il y a Mars, mais là, on va dire qu'on utilise une immersion dans un champ qui est très réaliste, mais c'est une simulation numérique. Je pense que nos collègues peut-être vont en parler. Et cela se fait dans le cadre de pas mal de pathologies. Les plus courantes, c'est les phobies. Les phobies, par exemple, la peur des grands espaces, qu'on appelle l'agoraphobie, ou la peur du vide, ou la peur d'avion, ou la peur du sang. Et là, on met le patient en simulation avec ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on utilise un procédé qui s'appelle les thérapies comportementales. C'est-à-dire qu'on découpe le stress avec un stress le plus faible pour aller jusqu'au stress le plus important. Je vous prends un exemple. Par exemple, le sang. Le sang, à partir, soit d'une goutte de sang, et on arrive jusqu'à une perfusion de sang. Donc on découpe des séquences qui sont de plus en plus anxiogènes, et pour le patient, ça lui permet de s'affronter à une anxiété de plus en plus importante, et donc de maîtriser ses émotions. On pourra peut-être développer sur d'autres pathologies. Il y a les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, mais je voudrais surtout insister, dans ce premier tour de table, pour dire l'intérêt aussi de la cyberpsychologie, c'est que ça nous permet de faire des progrès immenses au niveau de l'enseignement et de la recherche. Au niveau de l'enseignement, ça permet aussi aux jeunes psychiatres de pouvoir aussi voir ce que font les autres et donc d'avoir ce qu'on appelle une supervision, d'avoir un retour en feedback sur ce qu'ils font et donc pouvoir travailler l'amélioration des bonnes pratiques. Et au niveau de la recherche, ça permet de façon considérable d'évaluer le comportement humain, et de voir aussi qu'avec le numérique, on a un effet de désinhibition majeur et donc on a accès aux pensées les plus intimes, aux fantasmes les plus importants, qui nous permet aussi d'évaluer l'évolution de la société et qui sera probablement un outil important dans le cadre des psychothérapies des adolescents. Voilà, un premier champ. Comme vous l'avez souligné, les questions éthiques sont importantes. Elles sont majeures. Il y a la question, disons, de la confiance qu'on peut faire. Et pour le moment, il s'agit
de soignants humains qui sont médiatisés par la machine en quelque sorte. Mais est-ce que on n'a pas une envie en nous, qui reste peut-être encore un fantasme, d'un soignant, d'un confesseur, qui est l'impartialité de l'inhumain, parler à un programme. Peut-être que Milad peut nous dire un mot sur, en tout cas, sur ce qui est peut-être un fantasme de ma part. Oh non, pas seulement de votre part, je crois, ça existe depuis très longtemps, ce fantasme, qui est associé à la fois aux idées qu'on a depuis très longtemps et qui ont évolué effectivement vis-à-vis de la neutralité, l'objectivité, l'impartialité de la machine, du robot, et ainsi de suite. Mais en même temps, la vraie question qui se pose, c'est celle de la confiance et de sa construction. Ce qu'on observe, et c'est un petit peu ce qui a été dit en quelque sorte, c'est qu'avec le numérique et ses évolutions et ses mutations, il y a eu un déplacement de la construction de la confiance sociale qui va toucher aussi au rapport psychologique, cyberpsychologique, entre experts, spécialistes, et ainsi de suite. Le second aspect qui me semble également intéressant, et pour essayer de répondre à la question vis-à-vis ce désir ou cette volonté d'aller chercher une figure non humaine, dans ce sens-là, de la machine un peu intelligente ou pensante, pour qu'elle puisse nous consulter et nous accompagner, c'est vis-à-vis les interrogations qu'on a depuis quelque temps et qui sont devenues aujourd'hui beaucoup plus transparentes et même plus aiguës, autour du statut de l'autonomie de la machine, surtout quand elle accède à un certain degré de compétence pour qu'on accepte qu'elle devienne psychiatre, psychologue, médecin, au-delà juste de simple intervention et de consultation. Voilà, ce sont les questions qui nous interrogent depuis très longtemps et qui sont devenues d'une actualité assez importante. Dans ce contexte, effectivement, il y a plusieurs manières de regarder les choses. Moi, par exemple, je suis frappé par le terme cyberpsychologie. Parce que le mot cyber, évidemment, on connaît d'où est-ce que ça vient, c'est de Wiener et de la cybernétique, puis après le cyberespace. Mais je me rappelle également un texte qu'on a oublié maintenant, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, la déclaration d'indépendance du cyberespace, qui a voulu quand même introduire une notion de souveraineté de l'humain dans son rapport avec la machine à l'époque contre les États, qu'ils soient occidentaux ou ailleurs, et qui avait dans certains de ces paragraphes des textes qui portaient sur les rapports narcissiques individuels, leur construction dans cet espace particulier. Aujourd'hui, on a dépassé, semble-t-il, cette phase, on est revenu vers autre chose, vers des formes d'interactivité qu'on n'avait pas à l'époque et qui semblent façonner également cette dimension de fantasme, mais dans le bon sens du terme, d'aller chercher des psychologues, on va dire cyberpsychologues. Pour répondre, je dirais, ce qui est intéressant, effectivement, on oublie, sauf si on arrive à un certain moment où les machines peuvent produire des machines d'une façon relativement autonome, on va rester avec les contraintes éthiques de la construction algorithmique, malgré les modèles d'apprentissage qui seront derrière. Et du coup, pour l'instant, on a beaucoup de mal à imaginer une certaine forme d'éloignement de l'humain vis-à-vis cette sorte d'autonomie de la machine. Oui, pour moi, la question de la cyberpsychologie, je vais un peu changer de registre. C'est surtout une question du rapport psychologique dans la relation entre l'homme et la machine, parce que la machine n'a pas de psyché, hein, elle n'a pas d'âme. Et pourtant, dans la relation de l'homme, dans le dialogue, par exemple, de l'homme et de la machine, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie. Même si la machine, d'emblée, est quelque chose qui calcule, c'est un individu calculant, on devrait dire non, mais elle ne peut pas entrer dans un rapport psychologique avec l'homme. Et si pourtant, bon, déjà elle calcule, mais elle a aussi des valeurs. Bon, par exemple, avoir plus d'informations pourrait être une valeur de la machine, pourquoi pas. Et si je pense à ce film, d'ailleurs qui est projeté ici, j'espère que vous l'avez vu, Ex Machina, un film magnifique d'Alex Garland. Dans ce film, il y a un exemple qui est très spécial et très intéressant, d'une femme robot qui s'appelle Ava, qui interagit en dialogue avec un jeune geek. Et le geek sait parfaitement bien que c'est un robot, hein, donc il n'y a aucun doute, aucune illusion. Et pourtant, petit à petit, un rapport psychologique, émotionnel se crée, même si, vous le savez, qu'il n'y a pas d'âme, d'esprit, de psyché dans cette machine-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Un aspect très intéressant et énigmatique pour moi, que je n'arrive pas vraiment à comprendre jusqu'au bout, c'est la question du mensonge.
Alors, au milieu du film, on voit un épisode qui devrait nous effrayer tous, nous faire peur, parce que l'homme essaie de mentir et Ava lui dit non, là tu mens, là tu dis vrai, là tu mens, là tu dis vrai. C'est un test parfait. Elle sait déterminer dans 100% des cas si l'homme est en train de mentir ou pas. Et donc le mensonge devient impossible dans l'interaction machine, devrait-on penser. Hein. L'homme est totalement transparent devant une machine qui sait parfaitement s'il est en train de mentir ou pas. Et le mensonge, quand même, bon, vous voyez bien le rôle du mensonge dans la construction des relations humaines, de la politique, de la violence, de la paix aussi. Le mensonge, on ne peut pas simplement l'effacer, il joue un certain rôle dans la société humaine. Et donc si l'homme devient complètement transparent, il ne peut plus y avoir même de ce rapport psychologique. Et pourtant, quand vous continuez, donc dans Ex Machina, le scénario continue, le film continue, et il se passe quelque chose d'intéressant dans ce rapport de pure transparence, de pur pouvoir du robot sur l'homme. Tout à coup intervient la ruse, la métisse, pas le mensonge tout court, parce que la machine sait le détecter, mais l'homme, il est rusé, et ce jeune geek, à un moment, il dit au robot, ben, je vais faire quelque chose. En fait, il l'a déjà fait, le robot a l'air d'acquiescer, hein, de ne pas comprendre que c'était une ruse, etc. Et donc, c'est là toute la différence entre un rapport de pouvoir, un rapport de psychologie transparente, l'effacement du mensonge, des choses effrayantes et vraiment pas agréables, et le retour de la ruse, de la métisse, avec le mot grec métisse, dans ces relations, et la création d'une psychologie autre, hein, d'une psychologie qui est sans doute aussi une projection des traits humains, mais d'une psychologie qui est quand même possible dans la relation homme-machine. Et donc si le mensonge est impossible, la ruse, elle, reste possible. Et je pense que cette psychologie fondée, non pas comme Achille dans l'Iliade sur un rapport transparent de pouvoir, mais un peu comme Ulysse dans l'Odyssée sur la ruse et la métisse, c'est ça l'avenir de la cyberpsychologie. On a déjà vu dans une autre table ronde au début du congrès samedi que les émotions peuvent être maintenant mesurées de façon très précise et effectivement les machines risquent de nous connaître très bien. Mais les machines peuvent peut-être se moquer de nous aussi, non Olivier? Je me souviens que un des premiers essais d'intelligence artificielle, ou du moins de test de Turing, qui est plutôt considéré comme un gag maintenant, était un simulacre de psychanalyste. Est-ce que les machines vont se moquer de nous? En tout cas, je vais parler plutôt en point de vue lecteur, là, parce que j'ai une collection assez importante de nouvelles humoristiques, et il y en a une très grande quantité justement sur l'intelligence des machines. Et on trouve énormément de prétextes de rire, parfois très jaunes, hein, de l'intelligence artificielle et de ses relations avec nous. Par exemple, une nouvelle dont je me rappelle, c'est des scientifiques faisant la première intelligence artificielle capable de faire de la poésie et qui développe une énorme dépression en direct devant eux et en moins d'une heure finit par se suicider en effaçant son disque dur, sans qu'on puisse rien y faire. Donc ça, si ça se trouve, on a des gens qui travaillent en ce moment même à essayer de faire des dépressions artificielles pour voir comment ça fonctionne. Ça pourrait être un champ de recherche, peut-être un peu sadique, il y a encore un petit côté éthique à creuser. Il y a également d'ailleurs le robot dépressif du guide du retard galactique, qui est totalement insupportable. Et on a également l'aspect de l'hôpital totalement automatisé, dans une nouvelle, je crois que c'est John Sladek, mais si je me trompe, on m'excusera, où quand on n'a pas assez d'argent, on arrive dans cet hôpital entièrement automatisé qui est également maintenu de façon automatique, et évidemment au bout de 10 ans fonctionne de moins en moins bien, et une fois qu'on y entre, on ne peut plus jamais en sortir, parce que les machines trouvent toujours une bonne raison de vous garder.
Celle-là, elle faisait autant rire qu'elle faisait froid dans le dos, c'était assez fabuleux. Donc la SF a vraiment déjà exploré par avance un nombre de champs, souvent sur le chemin de la rigolade, comme c'est plus facile et meilleur pour des nouvelles. Et en fait, je suis pas très pressé d'y arriver, honnêtement. Le rire est souvent la meilleure manière de parler des choses insupportables. Nous le savons. Mais tu nous as changé le point de vue, là. On était parti avec des machines. Mais non, c'est très bien de changer de point de vue. On est parti avec des machines soignantes, et là, on a eu des machines qui sont des patients dans certains cas. Et peut-être... mais aussi des machines soignantes qui ont la tentation de réparer l'humain, parce que je suis sûr que quand la machine sera suffisamment perfectionnée, elle va penser que nous sommes tous en panne. C'est ça aussi assez terrifiant. Mais peut-être aussi on peut avoir des hybrides, c'est-à-dire des humains qui aient des composantes machines. Et ça, par exemple, on le trouve chez vous, Anne Leckie. Peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots sur ça et sur comment on peut espérer ou craindre que les hommes soient, fusionnés avec des machines. Yeah, I kind of cheated when I wrote about the psychology of an artificial intelligence because I gave it a human body, and so, or gave it human bodies, many human bodies, all working together as part of the ship's artificial intelligence. And so, of course, they have a human physicality as part of their existence. But I think in some ways there's a similarity. We work the way we work because our brains are built the way they're built. But it isn't just the physicality of our brains. We also have our history, the things we have met that have harmed us or helped us, that have been pleasurable or painful, the kinds of stories we tell about ourselves, the kinds of stories we hear about ourselves and about other people. And that puts a layer of, I'm going to say, although it's not the same thing, a layer of software on top of our hardware. Which makes things like depression very difficult to deal with. You can say, oh, we fiddle with the serotonin levels and that'll fix it, but it doesn't, because there's also this very complicated other layer of stuff above it, and it makes for a very complicated problem. I feel like it would be so wonderful to have machines that could do that, where if you felt you couldn't trust a person or it was hard to find an appointment with someone, you could go to the machine and say, help me. But the machine also has those 2 layers, right? There's the mechanics, there's the silicone, and then there's the programming. And so for me, on top of the ethical questions of confidentiality, of being able to trust, where does that machine's data come from? Who programmed that machine to do what? And maybe they meant it to do a particular thing, but the task is so complicated, it ends up doing something else. Or maybe the person who programmed it is not friendly, and it seems like it's helping you, but it's not. And it's opaque. You can't see that when you go to the computer confessor, who seems very safe and objective, and we often feel like if it comes from a computer, it must be true, it must be impartial. But there is no computer that runs without a background of human data input into it that it's working off of, and that is never impartial. No human being gives completely impartial data. We only have our own place where we're standing, our own point of view. And so on top of all the ethical problems, there's the question of who is programming those machines and what are the results of those programs going to be. Oui, clairement, l'éthique reste au centre du débat. Mila, tu crois que... Très rapidement, pour réagir à ce qui vient d'être dit, il me semble, en anglais, il y a une distinction qui est importante, qui a été évoquée par Anne Leckie, c'est entre trust and reliance. C'est très très important parce que c'est pas le même registre. On a parfois tendance à confondre les deux, ce qui vient dit dans cette construction-là. Mais au-delà de là aussi, juste en écoutant les uns et les autres de mes collègues, je me suis rappelé quand même au début avec Asimov, il y a la nouvelle absolument fantastique, Liar, qui est le robot qui va se suicider à la fin. C'est pas l'humain qui va se suicider, c'est le robot parce qu'il essaie de maîtriser un petit peu l'art, je ne sais pas dire si c'est de la ruse, en tout cas du mensonge, et il n'arrive pas à le faire,
du coup, il rend possible des situations tragiques et après il s'élimine lui-même. Mais également, une petite remarque sur le modèle ruse entre Ulysse et Achille. Il me semble qu'il reste un modèle binaire, parce que quand on regarde déjà chez Best of the Kings de Greg Lunage, qui a fait toute la construction de position. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est biais, la force, à la fois et le vivant d'un côté qui sont du côté d'Achille, et la Médis, la Russe, qui vont être du côté d'Odysseus et d'Ulysse. Alors dans ce cas-là, on a une opposition qu'on va retrouver dans nos échanges entre cette force vitale et cette capacité de contourner le système. S'il y a un équivalent de la ruse, et je vais me tiendre là, ça sera le hacking, le contournement, et là je crois on entre dans un truc tout à fait intéressant. Rachel Boucher. Oui, alors moi, vous écoutez les uns les autres, je me dis, on est très loin de la souffrance mentale, dans ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de rapport psychologique, on parle plutôt de rapport interactif, de rapport interhumain. Donc là, quand on est face à un patient, alors je me permets de le dire, moi, en tant que médecin, j'ai un savoir, lui, il a un savoir, moi j'ai le savoir du médecin, lui, il a le savoir du patient. Et c'est un échange de savoir, et donc, effectivement, je ne peux l'aider que jusqu'où de mes compétences. Donc l'objectif, c'est de pouvoir l'aider dans la souffrance qui m'amène à développer des compétences et lui permettre de changer le braquet. C'est-à-dire s'il a une angoisse, en fonction qu'est-ce que cette angoisse recouvre et comment je peux modifier son comportement par rapport à une situation anxiogène. Donc on est un peu dans un rapport différent et je ne peux pas m'empêcher de penser à une lecture que j'ai faite cet été, si vous me permettez. J'ai lu par hasard Philothérapie d'Eliette Abécassis. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a lu. Et à ma grande surprise, donc c'était justement une psychothérapie avec un philosophe, comme ça peut arriver, mais ça aurait pu être une psychothérapie avec un psychiatre ou un psychanalyste. Et en fait, c'était un faux, c'est un avatar, c'est-à-dire que ce n'était pas celui qui détenait le savoir, mais celui qui détenait le savoir était un autre qui transmettait les réponses à quelqu'un d'autre. Si vous l'avez lu, vous savez. Et donc, en fait, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans la réalité des rapports humains, c'est cette relation interhumaine, comme vous l'avez dit, la confiance. La confiance, c'est sur un être humain. Et comme vous l'avez dit très justement, cet être humain, il a une histoire. Donc, en fait, on ne fait pas seulement que gérer les émotions, on gère aussi la souffrance. Donc, on doit aller un peu plus loin que seulement ses propres émotions. On doit aller plus loin pour aider ce qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné chez l'autre et s'est transformé en symptômes. Là, aujourd'hui, peut-être en face de nous, on n'a aucun on a des symptômes. Par contre, on peut tous se mettre en colère. Mais gérer la colère, c'est pas... On n'est pas en train de traiter une maladie, on traite des émotions. Et je crois que c'est ça la différence. Et par rapport à un robot, je voudrais juste dire ça, c'est que le robot, il peut aller aussi loin pour vous aider dans la gestion de vos émotions ou la gestion d'une situation anxiogène, mais le robot n'ira pas plus loin que ce qu'on lui a appris. Par contre, et c'est là où je dis c'est un domaine important, le robot peut mettre en situation le patient dans une situation virtuelle qui lui permettra d'enrichir son expérience et d'aller au-delà, développer face à même anxiété, par exemple un vol d'avion, une prise de sang, il pourra être plus riche de cette expérience virtuelle, de cette expérience simulée, pour faire face à une même situation. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Voilà. Je veux vous dire ce que c'est que la souffrance mentale d'une machine. Et la façon d'arriver à répondre à cette question, la souffrance mentale d'une machine, bon, bizarre. Vous savez, moi je me suis posé la question qui pour moi est fondamentale pour penser à la psychologie, parce que je vous rappelle, la psychologie d'une machine c'est toujours un leurre. La question de la jalousie. Alors la jalousie est-elle possible dans la relation homme-machine, entre les machines et qu'est-ce que la jalousie? Bon, on dirait non, mais les machines n'ont pas de psyché, n'ont pas d'esprit, donc de toute façon c'est une métaphore. Mais
Si on essaye de penser aux structures, qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est une relation où il y a un couple et le troisième qui est exclu du couple, d'accord? Et cette relation d'exclusion, elle est parfaitement possible, vous pouvez très bien vous l'imaginer avec les machines, mais sur quoi porte-t-elle? Bon, pas sur un lien d'amour probablement,